Bonjour à tous, bonjour Lucas. Salut Mathéo. Bonjour et surtout bonjour Clément. Salut les gars. Comment ça va? Très bien, et vous? Très super. Très bien, on est en short. Vous êtes à l'aise les gars, vous êtes à l'aise. À Paris, on est pas mal aujourd'hui. Comment ça va, quoi de neuf? Eh ben écoute, belle journée, tout va bien. Comme tu le dis, je suis arrivé à vélo, il fait beau, j'ai mis de la crème solaire. Petite pause podcast, ça fait du bien. Voilà, petite pause podcast. Après, je sais pas trop ce que je fais cet après-midi. Viens à Vivatech avec nous. Alors non, moi Vivatech, j'ai arrêté. Je m'enfermer dans un endroit où il y a 10 000 personnes qui grouillent, j'y arrive plus. Je peux comprendre. C'est ce que je disais, c'est que en fait Clément, vous allez voir, on sait pas s'il a 30 ou 50 ans. Donc on sait pas si du coup ça fait 20 ans qu'il va à Vivatech, enfin même ça fait pas 20 ans que c'est créé. Ouais. Mais voilà, on va en savoir un peu plus sur lui, son parcours. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que tu as fait, pourquoi est-ce qu'on te connaît, pourquoi est-ce qu'on t'a invité aujourd'hui? Avec plaisir. Donc moi je m'appelle Clément Alteresco, j'ai 43 ans, je suis plus proche des 50 que des 30 déjà. J'ai monté une boîte qui s'appelle Morning fin 2012, qui s'appelait Bureau à partager plus précisément au départ, qui est devenu Morning, même si Bureau à partager est devenu Ubique. Voilà, et donc c'est une boîte qui fait aujourd'hui quasiment 300 personnes, un peu plus de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est une boîte qui se porte bien, on s'éclate, on a 41 espaces à Paris de bureaux coworking, de bureaux partagés, on pourrait y revenir plus précisément. On a aussi une activité d'aménagement, de design et d'aménagement de bureaux, on fait nos propres meubles aussi. Et ça, c'est une petite centaine de personnes chez nous. Donc, c'est une grosse activité. Et puis, on fait aussi pas mal d'événementiels. On fait à peu près 500 événements par an dans nos espaces. La création de meubles, c'est vous les revendez aussi à des particuliers pour chez eux ou c'est vraiment juste pour les bureaux? Non, c'est en B2B, donc c'est vraiment pour les bureaux. C'est déjà pour nous, parce qu'on avait envie de faire nos propres meubles. On fait pas tout, hein. On fait des tables, on fait des casiers, on fait des petits mobiliers, mais on fait pas de chaises typiquement ou de canapés. On a 6 mobiliers qu'on a conçus nous-mêmes et qu'on fait fabriquer en Bretagne. Et donc c'est principalement pour nous et aussi pour tous les clients qui viennent chercher nos services. Donc on le vend pas à l'unité sur un site en B2C. Top. Et du coup, qu'est-ce qui t'a poussé en fait à faire des bureaux partagés? Parce que 2012, il y a eu 2010 un peu la création de WeWork. Toi, je pense qu'en Europe, t'étais peut-être l'un des pionniers. On était même bien avant WeWork. Ah, bien avant, ok. Je vois qu'il y a du piquant là. Bien sûr. Parce qu'on a regardé, il y avait marqué WeWork 2010. Ouais, sur internet, il y a écrit 2010. Et Morning, j'allais dire Monday. Non, surtout pas. Monday Morning. Donc le début du début, moi j'ai passé 9 ans chez Faber Novel. J'ai commencé en stage en 2003. Faber Novel, c'est une boîte qui fait du conseil en innovation, qui vient de rejoindre le groupe EY. Donc j'ai démarré en stage, je suis devenu associé. Je me suis aussi occupé de la filiale américaine. Et donc on a lancé en 2007 un espace de coworking à San Francisco qui s'appelait Paris Soma. Paix à son âme, il est mort cet espace est mort pendant le Covid, à la suite du Covid. Et à l'époque aussi, Stéphane Distinguin, qui est le patron de Faber Novel, avait monté le premier espace de coworking à Paris, qui s'appelait à l'époque la Cantine. Là, ça nous rajeunit pas, on est aussi en 2007-2008. Et qui c'était le précurseur des coworking à l'époque. Donc on était sur le coworking il y a bien longtemps. Okay. On a vraiment vu le début. Et puis bureauapartager.com est né en 2006. Site internet très précurseur qui faisait du partage de bureaux entre très pragmatique comme nom. Très très pragmatique. Voilà, on voulait ça bien être ranké sur Google. Et voilà, et bureau à partager, c'était vraiment le bon coin du partage de bureaux, des colocs, des sous-locs, tout ce qui n'était pas bail traditionnel 369. Et aujourd'hui, ça s'appelle ubique.fr. Depuis un an, on a rebrandé. Et voilà, donc on était là bien avant WeWork. On les a vus arriver à Paris en 2016-2015 avec leurs gros sabots. C'était très intéressant. Ils sont bien crachés. Je vous conseille la We Crashed, la série. La série qui est un petit bijou, surtout quand on aime l'entrepreneuriat. Et voilà, donc ouais, ça fait un petit bail, comme on dit, qu'on est sur ce sujet. Quand t'as dit, alors attends, je vais faire un rapide calcul, t'as dit 2007, t'as quelque chose comme ça, t'avais quoi, t'avais 27, 28 ans? Ouais, c'est ça, ouais. C'est ça. Et c'était ta première expérience entrepreneuriale? Alors,
Non, moi j'ai monté une boîte quand j'étais étudiant déjà. J'avais peut-être que vous connaissez un gars qui s'appelle Gonzague.tv. Ah bah bien oui, sûr. bien sûr. Voilà, donc j'ai monté une boîte avec lui quand il sortait de l'école. Moi j'étais en 3e année, lui en 5e. Il avait déjà commencé ses vidéos lui. Ouais, bah on Ouais. les faisait ensemble. Ah, c'était du coup avec j'étais toi, ok. caméraman, moi. Ah énorme. Ah putain, trop Ouais, drôle. ouais. Et ouais, on allait à Cannes, on allait dans les soirées VIP, filmer Ah bah, des je stars. vois très bien cette vidéo à Cannes avec Gonzague TV. Ouais. Ouais, voilà. C'est dingue parce que C'était je vois la Rémi Gaillard. différence entre je vois Clément en face de moi très posé, très calme, et je vois le Gonzague qui va dans tous les sens. Alors faut pas croire, Gonzague, il est très posé aussi. Ah, il est hein. très posé. C'est juste que quand tu lui mets une caméra devant lui, il commence à faire des conneries. Mais, Ok. mais sinon, il est très posé, il est très rationnel. Ok. Voilà. Il- Mais il il a devient quoi un côté délire. Il va bien. Il s'est installé dans le sud-ouest et il va très bien. Il continue Super. à faire quelques C'est bon à vidéos. savoir. Et non, il se porte très bien. Ouais, Trop je l'ai cool. vu récemment. On essaie de se voir de temps en temps. Trop bien. Ça Et donc du coup, vas-y, parle-nous un peu de ta première expérience entrepreneuriale. bah, donc, Nous, on a envie de savoir un peu en fait, c'était quoi le cadre dans lequel tu as évolué, un peu tes motivations. Est-ce que tu avais des gens derrière qui te poussaient financièrement? Comment tu te débrouillais? Tu avais besoin de quoi? Bah, à l'époque, vraiment, on était sur l'achat d'une caméra et c'était vraiment, allez, on y va. Hein, Let's go. donc, non, il n'y avait pas de financier. Non, je t'ai pas du tout poussé. Moi, j'ai pas du tout des parents entrepreneurs. Plutôt une mère plutôt psychologue et un père dans le marketing chez France Télécom qui est pas du tout entrepreneur. Ça les a pas, ça t'a pas, enfin, ça t'a pas bloqué et eux, ça les a pas bloqués de te Non. voir. Non, moi j'ai un caractère qui est porté par l'envie de faire des projets. J'ai aucune aversion au risque. C'est aussi Ok. une de mes caractéristiques. Je suis optimiste. J'aime bien faire des trucs. J'aime bien avoir une idée dans la tête et puis essayer de la concrétiser. Ouais. Donc quand tu as ce petit problème, en fait, ça t'amène tout de suite à faire des trucs, à créer des projets. Voilà. Du coup, t'as de la frustration parce que si t'as plein d'idées, t'arrives Ouais. pas à toutes les concrétiser. Ouais, j'ai souvent des frustrations de pas mettre en place mes idées. Ouais. Mais ça se gère. T'apprends voilà, être un petit peu moins frustré. Vous allez bien vous entendre avec Samuel qu'on accueille après, parce que Samuel il a des idées plein la tête tous les jours, donc il va nous en parler, mais pourrait être intéressant de voir comment toi tu gères cette frustration. Donc qu'est-ce que je vous Donc disais? tu t'es lancé avec Gonzague Ouais, donc, sur la caméra. Ouais, donc j'ai passé 2-3 ans de ma vie à développer Gonzague.tv. Alors, à l'époque, ça s'appelait Team Muso. Et effectivement, on faisait des vidéos, on faisait du contenu qu'on revendait à M6, à Canal, des chaînes internationales sur du contenu people. Et c'était drôle, quoi. On s'amusait. Moi, j'amusais 3-4 soirs par semaine à aller filmer. On allait à Cannes, etc. Donc, c'était marrant, mais c'était vraiment le projet de Gonzague. J'étais quand même plus. C'était mon premier projet vraiment où j'étais associé. Mais c'était le projet de Gonzague. Le deuxième gros projet que j'ai eu entre les mains, c'est Digitic. Donc là, j'étais en stage chez Faber Novel où je finissais mon stage. J'étais en premier CDI. On a monté une boîte de ticketing sur le mobile. Donc là, on est en 2004. Donc, il n'y a pas encore d'iPhone. Visionnaire. Hein. Ouais. Et donc, comment tu te dis, je fais une app mobile en 2004? Il n'y a pas d'app mobile à l'époque. On est sur du Minitel du téléphone, ça s'appelle le WAP. Ah oui. Ouais, on est sur quelque chose de très donc archaïque. on est en noir et blanc. Et donc, tu avais un code barre sur ton téléphone qui apparaissait, un code barre 1D. Du coup, quel téléphone? S'il y avait pas des téléphones de l'époque où tu pouvais afficher des images, quand même, d'accord, okay. des gifs. Voilà. Ah oui, ok. Donc, voilà. Donc, on est très précurseur sur ce sujet. Digitic s'est développé, on a lâché la main aux autres investisseurs marseillais qui étaient dans le bateau avec nous. Ils ont fait du bon boulot, ils ont vendu ça en 2010 à Vivendi. Ouais. J'ai eu mon premier vrai chèque. En 2010 du coup? En 2010, parce que j'avais quelques points, quelques actions de cette boîte qui me restaient du début. Et donc j'ai touché à peu près 100 000 euros, ce qui était pas mal, même si ça aurait dû être beaucoup plus par rapport à l'investissement que j'avais mis sur les 2 premières années, mais bon, voilà, c'est la vie. Et donc j'ai remis ces 100 000 euros dans Bureau à partager, qui est devenu Morning aujourd'hui, pour le coup avoir un peu de fuel au début pour développer plus vite. Ok. Ouais, parce que tu m'étonnes. Ce genre de business dans l'immobilier, des bureaux à partager, tu disais tout à l'heure que c'était une plateforme au début, donc il n'y avait pas d'achat. Oui, c'est vrai. Elle existe toujours du coup cette plateforme? Ça s'appelle Ubique. Ubique, voilà. Ouais. Et donc toi tu gères du coup Ubique et aussi Morning maintenant? Alors je gère pas Ubique parce qu'il y a quelqu'un de très bien qui s'appelle Mehdi qui est le patron d'Ubique. Et on a vraiment séparé les deux activités. C'est comme si tu avais Booking et Hilton dans le même groupe. Bon, bah, c'est mieux de bien les séparer parce que dans Booking, il y a tous les concurrents de Hilton.
Ouais. Donc sur Ubique, il y a WeWork, Wojo, il y a tous les concurrents. Donc on a vraiment mis une séparation claire entre les deux équipes. Et Mehdi fait son. Mehdi, il t'avait déjà accompagné auparavant ou... Mehdi, c'est un ancien de Faber Novel. Ok. Toi, t'es très du coup Faber Novel, t'as essayé de. Je suis un bébé de Faber Novel, Ouais. donc 9 ans, ça marque. Ouais. Donc on est resté très proches. Et puis Faber Novel est toujours était mon associé puisque Bureau à partager était une spin-off de Faber Novel. Ok. Donc ils ont gardé un quart du capital au moment où on a spin-offé. Et après on a vécu notre vie avec d'autres investisseurs, etc. Et donc effectivement je suis resté proche de certaines personnes des équipes et de la boîte en général puisque j'étais aussi associé de Faber Novel. Et voilà, donc je les ai vus évoluer, grandir, puis on est très proche avec Stéphane évidemment, donc voilà, on est amis, associés, voilà. Et donc quand tu montes un projet comme du coup maintenant Morning, plus bureau à partager, les banques elles te font confiance dès le début? Non. Alors moi j'avais la chance d'avoir un passif avec Faber Novel, donc voilà, mais j'ai pas été voir les banques, je me suis pas financé auprès des banques. Ok. Je me suis financé auprès de mes 100 000 euros que j'ai mis dès le départ. Et puis après, je me suis financé avec les clients qui me rapportaient des sous. Ok. Donc, bureau à partager à l'époque était rentable. Moi, j'arrivais à équilibrer la boîte. Voilà, j'ai toujours été résultat zéro, tout réinvesti et chiffre d'affaires qui double tous les ans quasiment. Donc, tu nous as pas fait une Adam Newman à cracher c'est ça. du fric à ne plus en pouvoir. Un bon papa, un bon père de famille, oui. qui a bien géré sa boutique. Tu dois souvent te la prendre cette comparaison avec Adam Newman. Non, mais il a été visionnaire, il a réussi à vendre la Lune. Bon voilà, il se retrouve un petit peu moins loin. Mais il s'en est bien sorti quand même dans l'affaire. Hein. Bien sûr, il a pris un gros chèque, je crois, en total. Et puis on lui refait confiance sur d'autres projets. C'est ça qui est génial aux États-Unis, c'est que il n'y a pas de limite dans la folie. Et non, mais c'est incroyable ce qu'il a réussi à faire. Tu vois, je suis très admiratif de la capacité. Il t'a aidé toi dans le business model du coworking. Vraiment, il t'a ouvert des portes en plus ou? La boîte WeWork a eu un effet positif et un effet négatif. L'effet positif, c'est qu'ils ont ouvert le marché. Avant, tu avais un autre acteur qui s'appelait Regus. IWG, qui est un gros groupe qui est coté, qui vaut 2 ou 3 milliards en bourse à Londres, qui est archi leader dans le monde. Enfin, avant WeWork, il existe depuis 20 ans ou 30 ans. Donc c'était l'ancien modèle en fait. Et donc ils sont venus dépoussiérer ce secteur. Et c'est vrai que moi, quand j'ai démarré Bureau à partager Morning en 2012-2013, je galérais beaucoup à expliquer le modèle du coworking. Quand WeWork est arrivé, ils ont ouvert le marché, ils ont démocratisé cette pratique qui existait déjà. Donc ils ont accéléré en fait le marché. Donc ça a été hyper positif. C'est comme quand tu es dans la roue d'un mec qui pédale plus vite que toi, qui a du fuel, tu prends l'aspiration quoi. C'est ça. Donc on a réussi à sortir notre épingle du jeu à ce moment-là parce qu'on a pris l'aspiration de WeWork et on était très bien positionnés. Donc ça c'était positif pour le marché. Après en 2019, we crashed. WeWork est devenu We crashed avec l'entrée en bourse ratée. Ouais. Donc pour ceux qui s'en rappellent pas, la dernière valorisation de WeWork à l'époque c'était 64 milliards. C'est ça, 64 milliards. J'avais 60 en tête, mais on n'est pas loin. T'as fait tes devoirs. Et j'ai regardé We Crash la semaine dernière. Voilà. Et donc les analystes ont dit vous êtes sympa Adam, mais bon c'est plutôt 10 milliards max de la valo de ta boîte. Donc il s'est fait virer. Ça a été une belle débandade. Voilà. Derrière ils ont un peu ramé. Il y a eu le Covid, donc là dur. Pour tous les acteurs du bureau, tous les acteurs comme nous qui ont des espaces, qu'on a pris le Covid en pleine face. Ça, on va en reparler après pour comment toi t'as su lever la tête de l'eau, quoi. Avec plaisir. Et donc cette période en fait où WeWork entre guillemets se crash, en fait tous les acteurs de la place, notamment les institutionnels de l'immobilier, ont dit tu vois, je t'avais dit que c'était un modèle pourri le coworking. Donc il y a eu ce retour de bâton en fait WeWork qui nous a pris du temps à effacer et on a dû démontrer que en fait non, c'est un modèle le coworking qui est résilient, qui fonctionne, qui est demandé par les clients. On a dû démontrer, ça nous a pris un an et demi. Entre 2019 et fin 2020, début 2021 quoi.
Voilà. Moi, ça a été l'effet négatif. J'ai envie qu'on revienne un petit peu plus encore en arrière sur ton parcours. Avec plaisir. Pourquoi t'entreprends? Ça peut paraître une question un peu générale et quoi, mais c'est quoi tes motivations, ton why, comme dirait un certain Denzel? Ouais, je l'ai un peu dit tout à l'heure. Moi, l'entrepreneuriat, c'est une conséquence d'un défaut ou d'une qualité, qui est que j'ai beaucoup d'idées. Le défaut du défaut, c'est que j'aime bien les mettre en action. Okay, ouais. Et donc, quand j'ai une idée qui me passe par la tête, j'ai envie qu'elle se réalise. Il y a un côté un peu, je peux le faire. Ça C'est m'éclate de pour le faire. tu veux te prouver à toi-même un peu. Peut-être, je sais pas Ou juste tu exactement. prends vraiment un Je plaisir. prends beaucoup de plaisir. Ouais. Tu prends beaucoup je de prends plaisir beaucoup de juste plaisir à réaliser des à projets. réaliser des choses que j'ai dans la tête. Voilà. Ok. Donc, ça se matérialise par autant un voyage qu'un truc avec des potes. C'est cool. qu'une Donc du coup, boîte, c'est-à-dire que tu as suivi un peu ce qui t'était un peu inné, ce que tu aimais bien faire, et puis t'as continué Exactement. à faire C'est ce vraiment qui te plaisait, la droite lignée de ma Ok. caractéristique. Et puis, j'ai pas peur de l'échec, j'ai pas peur de me foirer, même ça m'amuse. Tu m'étonnes, je pense qu'il faut pas avoir peur du risque. Voilà, j'ai pas peur de prendre des risques, ça m'amuse. J'aime Super. bien l'incertitude, en fait. J'aime bien savoir que ma journée va être différente, que je ne sais pas ce qui va se passer. J'aime bien quand il y a des galères à gérer. Enfin, en fait, tous les mauvais côtés que peut avoir l'entrepreneuriat, j'ai pas un stress particulier. Ok, ouais. Donc ça me convient très bien, en fait. Donc c'est complètement naturel. Ouais. Voilà. À l'époque, est-ce que tu étais déjà père de famille ou pas? Non, j'ai 2 filles qui ont 7 et 4 ans, donc je laisse faire le calcul. 37 ans, ma première fille, à peu près 36 ans. Ok. Donc j'ai démarré 2016, ma première fille, donc c'était au milieu de. Ok. Au milieu de ma T'avais pas recherche. cette pression supplémentaire au démarrage de Ouais, peut-être mais subvenir aux besoins. je pense pas que ça aurait changé Ça aurait grand-chose. pas changé. Non, Ok. ça aurait pas changé grand-chose. Non. En fait, moi, je vis avec ce que j'ai, donc j'avais moins à l'époque, je vis avec moins. Maintenant, j'ai plus, je vis avec plus. Tu t'adaptes en fonction de ce qu'il y a sur ton compte en banque. Il n'y a pas de secret. Donc voilà, j'ai pas un stress, jamais eu un stress du fin de mois. Voilà, et puis on est quand même des nantis, on vit à Paris, on a fait des études. Enfin voilà, faut voir un petit peu le. Voilà. T'étais comment au niveau études? Moi, j'ai fait Dauphine, j'ai pas fait le SCP. J'ai fait Dauphine, j'ai fait une prépa. J'ai fait un super master entreprendre. J'ai fait le master. J'ai pas fait le master entreprendre, j'ai fait la 4e année entrepreneuriat après. Ok. Ouais. Mais non, j'ai fait une prépa, j'ai abandonné. Ça me faisait chier de prendre des trucs à la. T'es pas le premier. Ça n'allait pas te servir. T'es pas le premier à abandonner. J'ai été pris à Dauphine. J'étais même été un petit peu pistonné à Dauphine. J'aime bien dire ça, parce que c'est vrai. Grâce à mon papa, je connaissais quelqu'un à Bercy à l'époque. Nice. Comme j'avais pas été accepté parce que j'avais eu des mauvaises notes en maths en première, j'avais pas réussi à avoir Dauphine. Mais donc je l'ai eu après. J'avais eu des bonnes notes au bac. Et donc voilà. Donc j'ai fait Dauphine, 3, 4, 5 master à Dauphine. Ok. Donc voilà. J'avais demandé, tu m'as dit la note de maths pas terrible, mais t'étais comment dans la classe? Non, j'ai eu 16. Moi, je suis moyen. Moi, je suis moyen dans la moyenne. Okay. Moi, j'ai toujours entre 12 et 14. Ok, t'aimais pas ça à l'école? Non, l'école, ça me faisait vraiment chier. J'étais toujours au fond de la classe. Tu tenais le minimum pour juste être bien et pouvoir faire des choses à côté et pas non plus bosser que sur ça. Moi, l'éducation à la française, je pense qu'il y a tout à revoir, quoi. C'est vraiment n'importe quoi. Tu veux pas ouvrir une école comme Ouigro? WeWork qui voulait faire Ouigro avec l'éducation. Non, j'ai Morning Gros. Morning Education? Non, on va laisser ça à d'autres. Non, j'ai un copain qui monte des écoles, c'est top. Et je suis le projet, j'ai investi d'ailleurs. Ok. Mais non, je laisse ça à d'autres. Et t'es un gros bosseur? Tu travailles beaucoup? Non, je suis assez flemmard. Ah ouais? Non, mais c'est bon à savoir, bien sûr. Parce que je sais plus qui c'est qui disait que c'était les flemmards les meilleurs entrepreneurs, parce que du coup ils cherchent toujours des solutions pour faire moins. Et ouais, du coup, c'est plutôt mon style, ça. Ouais. Je suis assez efficace. Donc voilà, après quand il faut bosser je suis là, en fait. Et puis en fait ton rôle il évolue aussi en fonction du stade de ta boîte. Au début je faisais tout et puis au bout d'un moment je me suis fait aider et puis donc voilà, mais j'ai toujours eu un équilibre j'ai toujours fait du sport, j'ai toujours vu mes potes. Moi j'ai jamais été un fou de travail. Donc je bosse entre 5 et 10 heures par jour. De temps en temps c'est 10-12, de temps en temps c'est 5-6.
Voilà, Il y a jamais eu une grosse période où pendant 2 ans, tu as dû peut-être dans le bidon. Non, pas 2 ans. Non, peut-être quelques mois, tu vois. Ouais, quelques mois. Quelques semaines ou quelques Ok, mois. ouais. Ça s'alterne. Il y a une semaine où je bosse beaucoup. Il y a une semaine où je fais pas grand chose. La semaine dernière, c'était Roland Garros, par exemple. T'as rien fait? J'ai pas fait grand chose. Si, un grand fan de tennis? Je suis un grand fan de tennis. Ouais, je bosse toujours, en fait. Je bosse toujours et je bosse jamais, en fait. Je suis toujours sur le pont. S'il y a besoin, je suis dispo. Ouais. Et en même temps, j'ai besoin de faire mes 2 heures de tennis par jour, donc j'essaie de les caler. Ah, nickel, ça, t'es un grand sportif. Faut que je sois disponible. Bon, pas grand sportif, j'essaie. 2 heures par jour, quand même. Ouais, plutôt, c'est 3-4 fois par semaine. Moi, si j'arrivais à m'assurer de faire 2 heures de sport par semaine, déjà, ce serait top. J'y arrive peut-être même pas des fois, donc. Il faut arriver à mettre une routine, en fait. C'est ça le plus dur. Donc, je suis en train de monter en puissance sur la mise en place de routines sportives. Tu te rends compte qu'en fait, c'est vraiment le quotidien qui impacte ta santé, ton état d'esprit, etc. Donc ça fait partie des trucs en ce moment qui m'animent. Même ça te permet de te ressourcer, de recharger la batterie avant de. Ouais, puis j'ai plein d'idées en fait aussi quand je suis plus en train de faire du sport, ou en train de faire mon petit yoga du matin, ou en train de faire un petit jogging. Donc voilà. Ok. Une question. Ah non, tu nous l'as déjà dit. J'allais dire une question qu'on aime bien poser, c'est ton premier chèque. Ouais. Ça, tu nous l'as déjà dit, mais du coup, je vais 2010, demander plutôt ton premier client en tant que. Voilà. En tant qu'entrepreneur. Alors, j'imagine. Enfin, peut-être que tu as fait des petits boulots à droite à gauche. C'est quoi vraiment la première fois que tu as gagné des sous? C'était avec Gonzague? Non, Gonzague, j'ai rien gagné. J'ai jamais rien gagné. J'ai gagné beaucoup de plaisir. Ouais, c'est pas mal déjà. Et de contact un peu peut-être? Pas du tout. Non. Pas du tout. Peut-être. J'ai tenté de sauver les meubles. Non, Gonzague, c'était du pur plaisir et puis un apprentissage. Ouais, puis j'étais étudiant. De toute façon, j'étais assoiffé de faire des trucs marrants. Voilà. Non, la première fois que j'ai gagné de l'argent, c'est en vendant des pots pourris rue du Commerce à des commerçants quand j'avais 10 ans. Des pots pourris. Des fleurs pots pourris que je mettais dans des sachets. Et j'allais voir les commerçants et puis je leur disais que je voulais faire un voyage en Angleterre pour apprendre l'anglais. Ils me croyaient bizarrement. Je me rappelle, j'avais réussi à gagner un peu de sous comme ça. Et j'avais acheté ma première moto. Première petite moto à 11-12 ans. Ouais. Déjà un peu la fibre entrepreneuriale, quoi. Ça va chercher des petites fleurs, ça va. Voilà, j'avais fait mon petit produit, j'avais trouvé ma petite. T'avais fait une petite étude de marché, un petit comparatif. J'avais testé je pense j'avais fait un market fit, j'étais rentré dans une boutique. Non, j'avais essayé, ça avait marché, puis j'avais répété l'histoire. Non, mais j'avais gagné pas mal de sous. Hein, ouais. Je me rappelle. À l'époque, quand t'as 10 ans, je me rappelais 500 francs, un truc comme ça. C'était pas mal. Et du coup, moi, je vais plus enchaîner maintenant sur Morning. Ça va peut-être, je pense, sûrement même intéresser nos auditeurs. Toi, aujourd'hui, quand tu as lancé Morning, tu l'as lancé sur un modèle économique similaire à WeWork ou tu voulais carrément changer la vision? Est-ce que tu voulais éveiller les consciences? Non. J'étais pas dans l'éveil des consciences, j'étais pas aussi mégalo. Moi, j'ai toujours été plutôt dans le partage, dans la collaboration. C'est ça qui m'anime plus que l'éveil des consciences. Donc, j'ai toujours été en coloc, par exemple. Quand je suis arrivé à San Francisco, j'étais en coloc. Ce que j'adorais en fait faire quand je gérais l'espace à San Francisco, c'était de mettre les gens en contact, d'organiser des déj, de dire ah tiens lui il est graphiste, tu devrais bosser avec lui, voilà, de créer ce réseau et de créer des moments où les gens se partagent leurs expériences et vivent quelque chose ensemble. Donc ça me caractérise bien. J'aime bien créer des moments. Donc ça c'est sûrement ce qui m'anime le plus. Et du coup le coworking correspond parfaitement à ce finalement le coworking. C'est cette idée aussi que tu mets sous le même toit des gens différents qui ont des expériences, des compétences et tout d'un coup tu te retrouves à un événement, tu rencontres quelqu'un et puis tu fais du business, tu te maries, il se passe quelque chose et donc voilà, le bureau est un catalyseur pour créer des choses. Voilà. T'as des petites anecdotes, des belles histoires de personnes qui se sont rencontrées avec des histoires, tu t'imagines même pas. Il y en a d'ailleurs plein. Il y en a combien des mornings à Paris? Je suis là, par exemple, c'est grâce au fait que quelqu'un a rencontré ma responsable marketing dans un espace morning. Okay. C'est vrai. Donc voilà, on peut juste parler de cette expérience-là. Mais oui, il y a plein d'histoires. Je disais, il y en a combien des mornings On a à Paris? 41 mornings.
que à Paris, à côté de Paris, hein, Boulogne. Ok, donc 41. Oui. Là, tu parles de San Francisco, du fait que tu as mis un graphiste en relation avec quelqu'un. Ah ouais, Tu te rends pas compte, là, je pense, le nombre de synergies qui se sont créées dans un espace morning. Donc, c'est juste, moi, je trouve ça juste trop beau de se dire, ma mission, moi, c'est de créer des moments, de créer des synergies et d'arriver avec un truc comme ça, quoi. Enfin, en fait, le coworking, c'est vraiment le co, c'est la notion de communauté, la notion de partage, c'est le travail ensemble. Donc c'est ça qui est très fort. Alors après, plus l'espace grandit, plus les boîtes grandissent, moins ça a de valeur, parce que grosso modo, une boîte qui commence, ou un free qui commence, ou un entrepreneur, au début, il est très ouvert, il a besoin de l'extérieur, de se confronter, voilà. Et plus il grandit, plus il crée en fait une sorte de cocon, de culture dans sa boîte, et plus il se renferme sur sa boîte, ce qui est très bien aussi, hein. Mais du coup, il a moins besoin de se nourrir de l'extérieur. Donc, il a en revanche besoin de plus de services, d'un endroit plus professionnel, etc. Donc, en fait, l'évolution de coworking, c'est aussi ça. Au début, c'était beaucoup des cuisines partagées, des espaces communs, et au fur et à mesure, c'est devenu des espaces privés, mais qui partagent quand même des salles de réunion, des espaces, des services, etc. Donc c'est aussi ça, c'est intéressant de faire évoluer l'offre en fonction des besoins qu'on voit. Maintenant, on a quasiment la moitié, genre 40% de nos clients et de nos nouveaux clients, c'est des boîtes corporate, des grosses boîtes qui mettent des business units chez nous. Voilà, c'est des Chanel, des Hermès, des L'Oréal, voilà, c'est assez marrant. Et du coup, juste pour finir sur cette première partie, le premier morning historique, il est où? Alors, le premier morning historique, alors au début, ça s'appelait pas morning. Oui, du coup, c'est bureau partagé. Ça s'appelait rien. Rien. Voilà. Rien. Le premier morning, la boîte n'existait pas encore puisque c'était l'été 2012. J'ai un ami qui s'appelle Gauthier, qui est aussi mon associé, qui à l'époque avait 300 mètres carrés rue d'Aumale, donc on est dans le 9e. Et il m'a dit, tiens, mon espace il est vide là de septembre à décembre parce que j'ai déménagé avant. Tiens, je te donne les clés et puis si tu veux louer, vas-y, on fera 50-50. Ok. Voilà. Je lui dis bah vas-y, j'ai mis 3 chaises Ikea, il y avait 300 mètres carrés, j'ai trouvé des boîtes sur bureau à partager évidemment. Et c'était quoi ton prix de base? On était pas cher, je pense qu'on était à 250 € du poste, comme ça. Enfin, c'était vraiment pas cher pour le 9e. Donc j'ai rempli assez vite et puis j'ai rempli pour 4 mois. Donc et puis après c'était fini. Bon, j'ai eu des problèmes de wifi énormes parce que j'avais pas changé la box Orange, j'avais aucune idée que ça allait sauter. Donc ça marchait pas, il y avait 15 personnes sur une box Orange, ça pète. Donc j'ai plein d'histoires marrantes d'apprentissage, mais c'était effectivement le premier espace pour 4 mois. Et donc tu me disais, est-ce que tu as le même modèle que WeWork? Pas du tout. Au début, moi j'avais pas les sous, j'avais pas levé d'argent, hein, donc j'avais juste mes petits 100 000 € qui ne suffisent pas du tout à aller chercher des espaces. Et puis surtout, moi j'avais pas ce modèle. Au début, j'étais bureau à partager, c'était une plateforme. Moi, j'étais le modèle Airbnb. Moi, je voulais faire le Airbnb du bureau. Notre objectif, ça a été justement de pas débourser le dépôt de garantie, le loyer, et d'aller chercher des espaces qui étaient des espaces éphémères, donc sur des durées intermédiaires entre deux baux ou avant une période de rénovation. En France, par exemple, tu as un truc qui s'appelle le permis de construire. Donc quand tu veux rénover un immeuble de 10 000 m² à Paris, tu dois déposer un permis, ça prend entre 9 et 36 mois pour l'obtenir. Donc à chaque fois, les gens sont optimistes, ils disent ça va prendre 12 mois. Mais en général, ça prend plutôt 24 et ça peut prendre 36. Donc j'ai commencé à faire des deals avec des propriétaires où je leur disais, bah moi je prends votre espace pendant 12 mois, on fait 50-50, je m'occupe de tout. Sur le chiffre d'affaires, on partage le revenu. En fait, ça a duré 12 mois, puis 13, puis 15, puis 18. Puis voilà, il y a des espaces que j'ai gardé 36 mois. Et donc j'avais calculé à chaque fois de faire des marges à partir du 36e mois. Et donc voilà, j'ai fait des super deals au début comme ça, et puis c'était une période aussi où il y a pas mal d'espaces vides, 2014-2016. Donc voilà, j'ai démarré sur un modèle vraiment qui est très atypique. Et ce qui était génial dans mon modèle aussi, c'est que j'avais un BFR négatif, dans le sens où je faisais payer mes clients day one, et en revanche je payais mon propriétaire plutôt à 60-90 jours. Okay. Donc en fait je faisais des levées de fonds tous les mois avec c'était les petites levées, c'est ça. Voilà. Et donc ça c'était magnifique, ça m'a permis de me développer en fait rapidement sur cette activité de gestion d'espace qui est devenue Morning en 2016 à Truden, qui était un espace incroyable qu'on avait récupéré, qui s'appelait Morning Truden du coup. Donc pendant 4 ans tu fais de l'éphémère? À peu près. Après j'ai commencé à signer quelques beaux longs, mais vraiment c'était des petits espaces. Ok.
Effectivement, pendant 2014-2018, je fais de l'éphémère et quelques espaces un peu longs, mais pas beaucoup. Et là, j'ai décidé qu'il fallait que je lève des sous vraiment. Et dans le processus, en allant voir une trentaine de fonds, etc., on a finalement été approché, contacté, enfin, on les connaissait par Nexity. Nexity qui est le premier promoteur français. Et donc, on a fait un super partenariat avec Nexity qui sont devenus majoritaires de chez Morning. Et depuis 4 ans et demi, on est mariés avec Nexity et ça se passe très bien puisqu'on continue et on est même en train de se projeter sur... Les réunions au board se passent bien? Ça se passe bien. En fait, quand tout va bien et que ta boîte fonctionne bien, les boards, ça se passe bien. Ouais. J'ai connu le Covid où ça a été une période difficile. Mais en fait, Ils ont toujours été optimistes, eux, même pendant la période Covid? Ouais, non, personne n'était optimiste pendant le Covid. Mais nous non plus. Enfin, c'était une période difficile. Mais on était quand même... on se disait pas que ça allait pas s'arrêter un jour, quoi. Donc voilà, mais c'est vrai qu'il y a une petite période mars, on va dire mars, juillet, août, où t'as eu 3-4 mois quand même très chauds pour beaucoup de monde. Voilà. Donc nous, on est resté ouvert dans le sens où les gens pouvaient aller au bureau, même si on a enlevé tous les services. Et puis on a fait des mesures d'accompagnement pour nos clients. On est allé voir nos propriétaires aussi qui nous aident à passer un peu cette période. Ils vous ont fait des petites histoires? Ouais, la plupart, Ouais. sauf un ou deux que je garde en tête. Ça reste là encore. Je note. Ouais, non, c'est bien noté, ceux qui nous ont pas aidés. Et voilà. Mais donc, et après, évidemment, après le Covid, ça a été la folie parce que tout le monde est revenu et tout le monde a compris en fait la nécessité d'avoir des bureaux beaucoup plus sympas parce qu'il faut faire revenir les gens au bureau, donc il faut qu'ils soient sympas. De la flexibilité sur les contrats, ce que nous on apporte avec des contrats de prestation de services qui sont beaucoup plus flexibles que le bail 3, 6, 9 ans. Et donc, et puis le côté partage, la dynamique d'un espace de coworking, les services, tout ça, simplicité d'accès. Donc en fait, notre proposition de valeur a pris tout son sens. Ouais. C'est génial. Après le Covid, et on a doublé l'année 2022. Donc c'était trop cool. très bon. Nickel. Bon, bah écoutez, je pense qu'on peut conclure sur cette première partie parce que je vois que Samuel a très envie d'ouvrir la bouche. Il frétille, là, vraiment, il palpite, il a envie de parler là. Donc on va le recevoir dans un instant. Et bah voilà, j'espère que ça vous a plu cette première partie. On se dit à tout de suite. Yes, à tout de suite. Ok, bon bah on est reparti. Salut Samuel, comment tu vas? Bah écoute, pleine forme. Le soleil est de retour à Paris, donc ça fait du bien. Ouais. Il fait un peu chaud à Morning en ce moment. Ouais, bon ça va, on n'est pas trop mal. Ouais, du coup, c'est ça qui est... On dit chez Morning, Samuel. C'est vrai. Non, c'est ça qui est, ce qui est génial, c'est qu'aujourd'hui, en fait, notre invité junior, Lou, enfin son boss, Lou, un des espaces Morning de Clément. Donc c'est drôle d'avoir cette config. C'est grâce à Samuel que je suis ici. Exactement. Je vis l'expérience Morning. C'est vrai. Donc tu vas nous dire un peu, hein, tu vas nous dire ton sans filtre. Promis juré. Peut-être commence par te présenter un petit peu, que les gens comprennent ce que tu fais. Et bah alors moi je suis en dernière année d'études, comme beaucoup de jeunes, je me pose énormément de questions sur l'entrepreneuriat et sur la suite de ma carrière. Voilà, moi j'ai quelques petits sujets où voilà, je suis très achiveur, je suis discipline, donc ça j'ai fait un petit test durant mon alternance chez Stroupel pour voir un petit peu quelles étaient mes forces. Et donc je me pose beaucoup trop de questions en général et je pense que je devrais me lancer, mais on va y revenir un petit peu après. J'ai pas mal de questions à ce sujet-là. Et bah voilà, je suis chez Morning comme on disait juste avant. Je travaille chez Stroupel qui est un pure player en cyber, et donc je suis très épanoui. Tu peux nous expliquer ce que ça veut dire, pure player? Bah, pure player, en fait, on est spécialisé en cyber, tout court. Ok, ouais. C'est un peu un langage anglophone pour faire sympa. Vous aidez des comptes sur la cybersécurité, sur leur sécurité? On fait de la presta, en fait, prestation intellectuelle. Donc, on fait un peu de solutions aussi, mais c'est vraiment deux business différents. Donc, est-ce que vous hackez les boîtes pour leur dire vous êtes nuls et après vous leur dire on va vous réparer tout ça? Si je te disais la vérité sur ce qu'on faisait chez Morning, tu serais peut-être pas content. Je pense que c'est facile à hacker. Non. Pour le coup, évidemment, il y a des sujets de hacking. Évidemment, c'est souverain, donc on appelle ça la Blue Team, c'est les défenseurs du système. Après, il y a les Red Team, ceux qui sont un peu moins défenseurs, mais qui le font dans le but de défendre quand même. Donc, on va hacker le système d'une certaine manière pour pouvoir
à voir quelles sont les vulnérabilités pour pouvoir les patcher et les remédier. Donc ouais, en quelque sorte, on fait du hacking, mais ça reste souverain et ça reste sécurisé. C'est du hacking gentil. Voilà, c'est ça. Et qu'est-ce que tu fais du coup chez Stroopel? Alors moi, officiellement, je suis business developer. Ok. Après, voilà, c'est un peu comme quand on devient papa à l'entrepreneuriat. On apprend sur le tas, il y a plein de trucs à faire, donc en vrai de vrai, je fais plein de trucs. Ouais. Je Alors fais à la fois tu nous expliquais un peu plus tôt que en fait c'était pas ton projet à toi, puisque toi t'étais arrivé en tant qu'alternant. C'est ça. Mais aujourd'hui tu es en charge de pas mal de choses et tu as beaucoup de responsabilités sur tes épaules. C'est quasiment ton projet quoi. Bah j'aimerais bien. Pour le coup ça l'est pas. C'est vrai que je m'investis beaucoup. J'ai pas vraiment l'impression de travailler puisque pour le coup je suis vraiment passionné par ce que je fais. Ouais. La cybersécurité, j'ai toujours été passionné par la tech d'une manière générale, mais j'ai vraiment découvert ce secteur qui est un secteur ultra porteur pour le coup. La cybersécurité, ça touche tout le monde aujourd'hui. Et clairement, j'ai kiffé, pour parler un peu le langage de Jones. De Jones. J'ai kiffé, et donc voilà, ça fait 2 ans, je m'investis beaucoup. Mais voilà, j'ai quelques petites frustrations évidemment, parce que c'est pas mon projet perso. Donc je me pose encore plus de questions pour le coup. La chance que j'ai, c'est que je suis très bien accompagné par Jean-François, qui est un ancien cadre d'un groupe du CAC qui a lancé Stroopel du coup. Okay. Donc c'est une très bonne école, j'apprends beaucoup. Mais voilà, j'ai bien envie quand même. En fait, tu te considères presque, tu te considères comme un entrepreneur. Parce qu'aujourd'hui, même si tu es en poste et que c'est pas ton projet à proprement parler, tu fais tous les jours des choses, tu dois te débrouiller un peu. C'est ça. Bah, en fait, je pense qu'on connaît tous ces sujets-là autour de la table, mais l'entrepreneuriat, c'est vraiment un combat de boxe, quoi, tous les jours. T'as toujours des galères, toujours des trucs, c'est toujours l'ascenseur émotionnel, un coup ça va, un coup ça va pas, surtout en cyber. Il y a toujours des petits sujets un peu, voilà. Donc, ouais, j'ai un peu ce sentiment d'être entrepreneur, mais au fond de moi, tu te sens pas parce que c'est pas toi qui as créé. Tu vois, c'est un peu bizarre de dire ça, mais je le vis tous les jours au quotidien, comme si je l'étais. Parce que, par mes actions, mon taf, etc. Et pour le coup, d'un point de vue statut, tu vois, je le suis pas. J'aime bien, moi, toutes les choses que les choses soient carrées, etc. Eh ben écoute, t'as 20 minutes, allez, 20 bonnes minutes avec Clément. Pour aller chercher tout ce que tu veux prendre et tout ce que tu as besoin de savoir. Bah, déjà, je voulais comprendre un petit peu ton état d'esprit quand tu étais jeune, où tu t'es dit, tu parlais tout à l'heure de tes petits pots, ça m'a fait rigoler. Moi, quand j'étais gamin, j'ai fait une grande partie dans le sport. J'ai plus ou moins été à haut niveau. Donc, je consacrais vraiment ma vie à ça, dans l'athlétisme et le foot. Bon, la classique, je me suis fait les ligaments. Ouais, allez, on la connaît, celle-là. Ligament du mental. Ligament du mental. Je me suis fait une entorse au ligament lors des sélections au Tour FC, puisque je suis tourangeau. Et donc, du coup, fin de carrière. Et puis après, j'ai repris l'athlétisme. J'ai fait championnat de France 2 années de suite. Ça s'est bien passé. Je suis arrivé à Paris. Et puis là, c'est devenu un peu la vie à 200 à l'heure. J'avais plein de trucs à faire. Donc, j'ai lâché un peu le sport. Je voulais savoir un petit peu, j'ai pas eu la chance, moi, entre guillemets, d'avoir cette fibre entrepreneuriale, de créer, de commencer à vendre dès le plus jeune âge. Toi, dans quel état d'esprit t'étais quand tu t'es dit, je vais lancer Bureau à partager? Tu avais eu 9 ans d'expérience auparavant. Est-ce que tu t'es dit, c'est mon truc, ça y est, je veux faire ça? Ou alors ça c'est vraiment arrivé dans ta vie comme ça, tu as eu l'opportunité et tu t'es dit, why not, je vais tester, voir ce que ça donne, quoi. C'est un mélange des deux, hein. Faut être prêt, en fait. Faut avoir quand même les conditions mentales qui font que c'est quelque chose qui va te porter. Donc, faut avoir l'envie de départ, le socle. Et puis après, c'est une opportunité qui passe et que tu décides de saisir. Moi, quand je crée Bureau à partager, il se trouve que j'avais fait 3 ans à San Francisco sur le sujet coworking. Je reviens à Paris parce que j'avais décidé de revenir pour des raisons plutôt personnelles à Paris. J'avais plus envie de vivre aux États-Unis. Au bout d'1 an chez Faber Novel, j'ai dit à Stéphane, moi j'ai envie d'entreprendre, c'est le bon moment pour moi. J'avais envie de retrouver la liberté que j'avais que j'avais à San Francisco. Il y a une notion de liberté derrière l'entrepreneuriat qui est très importante. Et donc, il y avait un site qui s'appelait Bureau à partager, qui était un side project qui faisait pas d'argent, qui avait une petite communauté d'entrepreneurs parisiens de 3000 personnes. Et donc, j'ai dit à Stéphane, écoute, je prends ce projet, je prends ce site internet, et puis j'essaie d'en faire une boîte, et puis on verra. Et donc, j'ai pris le projet, spin-offé, et je suis parti comme ça. Donc, il y a un mélange, en fait, de tout dans une aventure, dans la mienne en tout cas. Voilà, mais effectivement, il fallait que j'ai envie. Tu vois, il fallait que. Et puis j'avais accumulé une certaine expérience aussi. Ça faisait déjà 9 ans que je travaillais.
où j'avais investi dans des boîtes, j'avais monté des projets, j'avais été à San Francisco, j'avais été mon propre patron avec ma petite équipe de 15 personnes là-bas. Donc j'avais déjà un petit bagage qui faisait que ça me faisait pas peur de me lancer. Même si pendant un moment je cherchais un cofondateur. Ça c'est aussi un truc très important. Je pense que c'est important. quand on est un petit peu moins armé, quand on est un petit peu plus jeune, se lancer tout seul est un petit peu plus difficile. Et c'est pas bête d'avoir... alors là, évidemment, c'est très difficile de trouver la bonne personne. Et la moitié des boîtes qui se plantent, c'est souvent un désalignement des fondateurs, des cofondateurs. Donc moi, j'ai essayé de chercher ce cofondateur ou fondatrice. J'ai pas réussi à trouver. Donc finalement, j'ai transformé tous mes salariés en entrepreneurs. Ça, on pourrait y revenir, mais ça fait partie aussi de l'ADN de Morning. C'est que tous les salariés, depuis toujours, sont associés via des BSPCE et d'autres instruments qu'on a mis en place. Ils ont même investi dans la boîte. Et donc ça fait partie des sujets. Typiquement, tu vois, t'es alternant aujourd'hui. Je connais pas bien la taille de ta boîte, etc. Mais on peut très bien imaginer que demain, ton boss François, il te propose d'investir ou il te donne des parts de la boîte. Et ça va te motiver à fond. Et ça va te donner un sentiment d'appartenance qui sera concret et un potentiel débouché liquidité si la boîte est vendue, etc., etc. On en parlait tout à l'heure, c'est-à-dire on déjeunait avec Samuel, on lui disait, c'est vrai que ça fait 2 ans que tu es dans la boîte, et on lui disait, mais aujourd'hui, est-ce que tu as des BSPCE, est-ce que tu as quelque chose, parce que c'est vrai que tu te la donnes. Il dit, bah non, moi aujourd'hui je suis comme un contrat alternant, on s'arrange à l'amiable, des fois il me file une petite com, ou on se fait un resto, mais c'est tout. J'ai dit, mais franchement, pour le taf que tu fais depuis 2 ans, essaye d'aller chercher derrière quand même, de voir avec ton boss directement s'il y a... Oui, Ça ça s'appelle ton boss. les alternants, c'est la chair à canon. C'est la chair à canon, bien sûr. Donc, voilà, tu vois, moi j'ai toujours eu plein de stagiaires hyper bons. Il y en a beaucoup qui sont restés, qui sont devenus associés. Mais effectivement, ça fait partie de. Et puis c'est un apprentissage aussi. Ouais, c'est step by step. Disons que en 2 ans, en soi, même si je pense avoir fait mes preuves, c'est pas facile, tu vois. C'est son projet. Lui, il a eu 20 ans de sa carrière dans un groupe du CAC. Il est plutôt sorti de sa zone de confort, tu vois. Quand tu as un gros poste comme ça dans un groupe du CAC, tu es plutôt à l'aise, tu as plutôt un niveau de vie assez suffisant. L'entrepreneuriat, c'est pas trop ça. Sachant que lui, il a pas fait appel à des investisseurs, rien, il a tout fait en fonds propres, c'est vraiment son bébé, son projet. Donc je peux comprendre. Et puis voilà, ça fait malgré tout que 2 ans, je suis alternant. J'ai pas encore cette expérience, justement, comme tu disais, donc je peux comprendre. Je peux comprendre. Après, voilà. Mais ça peut être arrivé, hein, si tu lui dis, écoute, pour rester encore 2-3 ans, j'aurais besoin de me sentir incentivé à l'entreprise. Est-ce qu'on peut mettre en place une politique de BSPCE? Bah, ça se trouve, il va te dire, bah, c'est cool, j'y pensais. Ou il va te dire, bah, je sais même pas ce que c'est. Enfin, je sais pas, tu vois. Bah là, on va commencer à en discuter, puisque du coup... Il y a combien de personnes dans ta boîte? Là, on est 20. D'accord. On était Donc, 16 ce matin, et on est 20 aujourd'hui. On en a signé 4. On a signé aujourd'hui 4 contrats. Donc c'est déjà une boîte qui est assez, qui a une petite taille, tu vois. Donc, elle est rentable en plus, parce que j'imagine que si. La cyber, c'est plutôt sympa. C'est plutôt sympa. Mais après, la presta, c'est un monde un peu particulier. Faut aimer. Mais pour l'instant, c'est rentable. Après, évidemment, on réinvestit tout. En plus, actuellement, on développe une solution technique, donc c'est de l'argent, c'est de la R&D. Mais donc ça c'est, tu vois, c'est une politique qui dépend énormément complètement même du fondateur. Et donc c'est à toi de voir si il y a un avenir entre guillemets d'association possible dans l'entreprise dans laquelle tu es. Et si c'est pas le cas et que c'est quelque chose qui te motive vraiment, ça peut être un motif pour toi de dire je vais aller voir ailleurs. Parce que toi actuellement là aujourd'hui, Samuel, à la fin de ton alternance, t'as envie de faire quoi? T'as envie de monter ton projet? T'as envie de continuer avec ce boss et lui dire que t'as envie de grimper dans le navire? Pour le coup, c'est assez flou dans ma tête, puisqu'en fait, ça fait 2 ans, je me suis beaucoup investi, j'ai une super relation avec lui que j'aurais peut-être pas eu si je l'avais rencontré dans le cadre d'un groupe du CAC, tu vois. C'est sûr même. Donc il y a ce côté un peu affectif, émotionnel que j'ai pas forcément envie de perdre. Et puis pour le coup, je suis un ancien, on va dire, que je suis arrivé le premier chez Sroupal, donc... t'es le premier c'est le premier. Ouais, je suis le premier. Ah, d'accord, ok. La petite anecdote, c'est que lui, ils étaient associés sur le projet avec quelqu'un d'autre. Et en fait, l'associé a eu des petits problèmes, des petits couacs, donc il s'est retrouvé solo et avec l'alternant qui venait d'arriver. Et l'alternant, c'était Samuel. Ouais, c'est ça. Tu vois, ça me fait penser peser la balance. Moi, ce que j'ai vécu chez Faber Novel, j'étais le premier stagiaire et le premier
en CDI et je suis devenu associé de Faber Novel en 2006, donc tu vois, 2 ans et demi après. Bon, bah, il me reste quelques mois. Alors. Putain, le parallèle. Bon, bah, voilà. Hein. Attends 6 mois et puis c'est bon. Non, moi, qu'est-ce que je veux faire j'ai un vrai projet depuis quelques années de partir à l'étranger. Puisque moi, mon grand-père m'a toujours dit apprends à connaître ton pays avant de partir à l'étranger. Bon, maintenant, ça fait 23 ans, donc j'ai eu la chance, Dieu merci, de pas mal voyager en France et même dans les pays européens. Donc je pense que là, j'ai ce sentiment, cette envie de partir découvrir une nouvelle culture, une nouvelle façon de travailler, et vraiment ce côté entrepreneuriat américain qui est à des années-lumière d'une autre. C'est vraiment un sujet aujourd'hui. Je pense peut-être pour janvier, si les choses ne se passent pas forcément bien du côté de Stroopel. Je vais en discuter évidemment avec Jean-François, mais j'ai soit ce projet-là, soit de me dire bon, j'arrête d'écrire sur mon calepin et de vouloir trop organiser toutes mes idées, les étapes à suivre, les erreurs à éviter, etc. Et de me dire bon, allez, c'est bon, je me lance et puis on verra. Mais c'est quoi tes idées? Enfin, c'est quoi les idées que tu notes dans ton calepin? Moi, ça va de... en fait, à chaque fois que je rencontre un espèce de problème ou de problématique dans ma vie, je me dis putain, est-ce qu'il y a un truc qui existe pour régler ce truc, tu vois? Je pense que la dernière fois, on en parlait tout à l'heure. Je lisais un livre sur Elon Musk d'ailleurs, qui va venir à Vivatech. Petit big up à Elon Musk. qui écoute ce podcast. Qui va écouter ce podcast, bien sûr. On va lui tendre à Vivatech, tiens, écoute ça. Je lisais ce livre, et en fait, c'est dur de lire allongé pendant une heure et demie, tu vois, t'as vite les bras qui fatiguent, etc. Et donc je me suis dit, est-ce qu'on peut pas créer un truc, tu vois, qui tient le livre avec un petit moteur qui tourne la page, une petite lumière, un truc de feignant, tu vois, qui permet de lire allongé. C'est ce genre de truc où moi, à chaque fois, je me dis, t'as pas besoin d'un gros produit ou d'un truc ultra révolutionnaire, la cybersécurité quantique, les nanomédicaments, tu vois, un truc de fou, un peu visionnaire à la Elon Musk, où je me dis... sur de la grosse R&D et des... Tu vois ce que je veux dire? Des fois, un petit truc simple, moi je le vois, hein, je côtoie des gens du coup chez Morning, grâce... il y a beaucoup de startups en plus à la FIT. Je vois des projets, des fois, je me dis, mais what, quoi? Le truc, ça coûte rien à faire. Il n'y a pas de R&D, enfin, ça coûte pas grand-chose. Et tu vois les CA, tu vois que ça marche, ils sont 100, 150. C'est des trucs... Donc j'ai toujours plein d'idées en tête. Après, c'est vrai que je m'intéresse beaucoup. Moi, plutôt à la base, j'ai plutôt une envie de me dire, j'ai un projet de vie, tu vois. C'est-à-dire que j'ai plutôt envie de créer un truc... en fait, l'argent, c'est pas une fin en soi, tu vois. Pour moi, je veux vraiment créer une boîte qui me correspond à 200%, et en plus, bah, je gagne ma vie, c'est très bien, tu vois. Donc, je m'intéresse à des sujets, justement. Bah, je citais les nanomédicaments, des trucs comme ça. Alors que je suis pas ingénieur, tu vas me dire, t'as pas fait médecine, t'as pas fait ingénieur, etc. Mais je veux vraiment. C'est quoi les nanomédicaments? Alors, les nanomédicaments, par exemple, pour donner un exemple, aujourd'hui, tu avales un médicament qui te fait office de coloscopie ou ce que tu veux, ou de radio ou autre, et tu as une petite caméra nanométrique dans le médicament, et puis après tu la rejettes par voie normale. C'est un peu trash, mais... Et David, on a des amis à San Francisco qui sont partis bosser dans une et bah, boîte, exactement, bah, j'ai suivi, alors pas ce sujet-là, mais j'ai suivi un autre sujet d'un entrepreneur que j'ai rencontré via Jean-François, qui bosse aussi sur ces sujets-là, et puis moi, la cybersécurité quantique aussi, qui est un sujet où du coup on en a entendu beaucoup parler via la French Tech, etc. Donc j'ai vraiment envie d'avoir un sujet de vie, tu vois, plutôt que d'avoir 5 projets dans ma vie, 5 startups. Et moi, je suis là du coup pour demander à Clément. Tu vois, là, on voit que Samuel, il parle beaucoup. Je suis désolé. Non, mais t'inquiète. bien, hein. Mais est-ce que toi... Ça m'évite de parler, tu vois. On repose. Pour être en forme pour le tennis. Non, mais du coup, là, ce serait du coup plus à toi, d'un point de vue du coup mise en place. Qu'est-ce que tu conseillerais à Samuel avec toutes ces questions qui se posent, avec tous ces... Ouais, c'est clair. Qu'est-ce que je conseille à Samuel? Je le connais pas assez pour vraiment être... pas facile, Il faut venir à Ballard. Il faut venir à Morning Ballard. Non, mais moi, ce que j'entends chez Samuel, c'est qu'il a évidemment très envie d'entreprendre. Donc ça, c'est une puissance, une force motrice qui je pense, le porte. Mais en même temps, il a conscience qu'il n'a pas forcément un caractère qui va avec l'entrepreneuriat. Parce qu'il est très méticuleux, parce qu'il a besoin de quand même savoir où est-ce qu'il va, etc. Donc c'est quand même un caractère où, voilà. Donc mon premier conseil, ça serait plutôt d'essayer de trouver un associé s'il a envie de monter quelque chose. Il y a des trucs de meeting de gens qui ont envie de monter des boîtes. Peut-être vous faites ça. T'as même des programmes d'incubation, bien sûr. Je suis allé déjà à Station F parler avec un collègue qui a incubé là-bas. Donc ça, je pense que c'est une clé, parce que ça peut-être ça débloquera des verrous, et ça te permettra à deux quand même,
on est rassuré en fait. D'avoir une complémentarité. Ouais. Voilà. Ouais, en plus, Donc après, quelqu'un c'est qui a pas ce facile, on côté-là. en a parlé, hein, mais voilà, de ce que j'entends, je pense que c'est quasiment nécessaire par rapport à ton caractère. Mais bon, voilà, encore, c'est à prendre des pincettes parce que je te connais depuis 3 minutes. Hein. Donc voilà, et après, voilà, choisir la bonne idée, c'est évidemment toujours compliqué, mais tu vois, ça, c'est une question de sentir le truc, faire attention à pas aller sur un truc où le marché, tu vois, avoir une bonne idée, c'est chouette, mais il faut quand même choisir un marché qui est assez profond, dans lequel tu peux vraiment rentrer. La cybersécurité quantique, j'aimerais bien, mais faudrait peut-être que je refasse des études un peu plus poussées. Et après, moi, Part peut-être juste sur la liseuse pour lire allonger. Là. C'est peut-être plus simple. C'est peut-être plus simple. Moi, mon conseil, c'est que tu as le temps. Là, si tu es dans une boîte dans laquelle tu as démarré Day One avec le fondateur, que tu as sa confiance sur un sujet porteur, tu as encore plein de trucs à apprendre. Donc, essaye de lui proposer d'avoir un bout de la boîte en BSPCE. S'il est ouvert à ce genre de pratique, ça sera, je pense, la meilleure façon de vivre l'entrepreneuriat et en même temps de continuer à apprendre et de faire monter une boîte de 1, 2 au début à 100, ce qui peut vous arriver de mieux dans les 5-6 ans qui arrivent. Bah, ça te donnera quand même une superbe expérience. Ça, c'est tout l'or du monde. Tu vois. Derrière, tu te sens vraiment beaucoup plus armé si tu as envie de Toi, monter une boîte. comparé à ton expérience que tu as vécue, toi, ça t'a servi d'avoir ce titre un peu de partenaire associé un peu sur la boîte Bah, c'est pas le titre qui compte, Non, mais c'est pas le titre, mais l'expérience en termes d'expérience. Un petit bureau à 3 de stagiaires, plus un gars qui avait 30 ans, qui avait décidé qui avait une idée simple, qui était de dire bon, bah, il y a le numérique qui débarque en force là, depuis 10 ans, on était en 2003. Toutes les grosses boîtes comprennent rien au digital. On va créer une boîte de conseil pour aider les grands groupes à innover et à faire des projets dans le digital. Donc ça, c'était Fabien Novel. Et puis de là, en fait, on a créé des boîtes parce qu'il était entrepreneur, moi aussi. Et puis on a commencé à faire des trucs très chouettes, à avoir des projets. Et donc, bah oui, c'est 9 ans où tu apprends tous les jours, tu fais des trucs très différents. Tu mets un costard pour aller chez SFR faire un projet. Et puis après, le soir, tu es en train de faire des billets à l'Olympia parce que tu as vendu 3 billets avec ton site qui s'appelle Digitic. Et si tu veux, voilà, cette diversité. Tu vois des boîtes, tu vois des projets, tu fais grandir ta boîte aussi, tu recrutes des gens, tu fais plein de trucs très différents. Donc c'est ça qui derrière te permet d'être plus serein quand tu veux faire le tien. Dans la globalité, moi j'ai envie de te dire, mon humble avis, c'est le plus tôt sera le mieux si tu as envie d'essayer, tu vois, parce que c'est pas à 40 ans ou même encore plus tard que quand tu as une situation, justement comme Jean-François, ton boss, c'est quand même... Pardon pour le vocabulaire, mais il a porté ses couilles, tu vois, pour faire ça et lâcher son job et partir dans une aventure entrepreneuriale. C'est un gros pari. Toi, au contraire, t'as 23, c'est ça 23, ouais. Il n'y a pas d'âge. Qu'est-ce que tu il n'y a pas d'âge. C'est plus facile de monter une boîte. Les gens qui ont 40 ans se plantent beaucoup moins. Ouais, mais ils ont plus à perdre. S'ils mettent pas le situation, ils ont un job. À 23 ans, on n'a rien à perdre, tu vois. Oui, t'as rien à perdre, mais t'es entre guillemets, t'as beaucoup plus de chances de te planter. Quand t'es à 40 ans, t'as à perdre, finalement, t'as à perdre. Tu vas peut-être faire 2-3 ans où tu vas moins gagner ta vie, et puis après, tu vas retrouver un job, si t'es, tu vois, bankable, si t'es employable, assez facilement, voire encore mieux, parce que t'auras eu une expérience hyper riche. Et voilà. C'est ça peut-être que... En fait, tu vois, et puis en France, il y a un truc qui s'appelle le chômage. Moi j'ai fait 2 ans de chômage. Mais c'est génial, quand tu veux monter un projet, c'est la meilleure façon. Par l'État. Donc c'est pas si évident. Voilà. Le fait de monter une boîte quand tu sors de l'école, etc., c'est une super idée, mais il faut plus le prendre comme un apprentissage et se dire que c'est l'expérience qui compte avant tout, que dire que c'est forcément la bonne. Après ça arrive, hein, mais bon, c'est quand même moins souvent que plus. Voilà. Ok, mais pour moi, le message que je voulais transmettre, c'était juste faut faire, quoi. Faut essayer. Ah, bien sûr. Non, mais si t'as une idée et que t'as envie d'y aller, faut de gribouiller, de me dire c'est telle étape, faut faire ça. À un moment donné, il faut que je sorte de ma perso. En fait. T'as mal au bras quand tu lis allongé dans ton lit, bah fais-toi tu vas dans un atelier, tu t'imprimes, tu bidouilles un truc avec dans mon petit des appart laser et compliqué, basta. je rentre chez mes parents.
Et tu vois, ça, c'est les réponses que j'aime pas, ça. Tu me dis, Arrête, Mathéo. non, t'es pas- non, j'ai pas la place. C'est, tu Ouais. peux En plus, trouver moi, la j'ai la place. solution C'est parfaite. vrai, C'est c'est vrai. deux grosses Tu ventouses peux au trouver la plafond. place. Deux Pour le grosses coup, ventouses avec deux attaches. Enfin bref. Peut-être Pour le t'as coup, d'autres questions. j'ai monté tous mes meubles au 6e étage. Je peux te dire que c'était bien compliqué. Et j'avais pas d'outils, donc j'ai dû me galérer et tout. Donc Bah j'ai déjà ouais, vécu l'expérience. des problèmes, il y en a partout. Des irritants, il y en Ouais. a partout. Mais ça, c'est vraiment le truc qui me fait kiffer, tu vois. C'est de me dire, tu vois, dès qu'il y a un problème D'amener une solution. au quotidien, tu vois, chez Stroopel, je suis grave content de me dire, ok, je vais réfléchir et tout, et quelle solution j'ai, et comment je peux faire, tu vois, pour réussir de la meilleure des façons. Et à la fin, t'es content, tu vois. T'es content parce que la presta, c'est vraiment un monde où c'est compliqué, t'as toujours des hauts, des bas. C'est pas comme quand tu vends un produit fini, tu vois. Le mec, il vient chez toi dans ton magasin, il l'achète. Alors, il y a aussi des problèmes, mais ce que je veux dire, c'est que la presta, c'est de l'humain. Et en vrai, c'est ce qu'il y a de plus dur, tu vois. C'est vraiment compliqué. Et c'est ça que j'adore, parce que des fois, tu bosses pendant 6 7 mois sur un projet, c'est galère. Puis au bout du 7e mois, t'es content, enfin, t'as signé, ça se passe bien. Donc c'est ça aussi mon orientation, de me dire, est-ce que je m'oriente vers du coup du B2B et sur de la presta, ou est-ce que je veux plutôt quelque chose de hard, tu vois, ou en direction du B2C, je sais pas. En fait, j'ai tellement de questions, faut que j'arrive T'es vraiment là pour les poser à Clément. Est-ce que tu as des questions à structurer ça. poser à notre cher Clément? Moi, je voulais. Si je peux répondre à cette question, Oui. j'ai fait 9 ans de prestations de conseil chez Faber Novel, et après Ouais. j'ai fait C'est vrai. 12 ans de produits Ouais. finis. Et c'est beaucoup plus sympa de faire du produit fini, hein. Bah, c'est vrai que Parce que le prestation de conseil, c'est dur. c'est dur. C'est dur. Tout le temps en train de recharger la barque. Ouais. Et puis t'es presta, quoi. T'es vraiment presta. C'est ça. Donc non, c'est. Tu n'as moi, pas ce sentiment d'avoir quelque chose qui nous appartient. Ouais, Tu vois, c'est un peu toi, c'est un peu ton bébé. Tu sais que tes espaces, voilà, là, on peut pas avoir des personnes qui nous appartiennent finalement. Donc c'est un peu impersonnel dans un sens. Voilà, je connaissais pas la presta, donc j'ai appris, mais c'est vrai que j'aimerais bien avoir mon truc à moi. Ça, c'est quelque chose que je, que je me dis tout le temps. Je veux avoir mon bébé, c'est une bonne mon truc. orientation, ça. Tu vois, déjà. T'aimes pas trop faire la presta, donc ça veut dire que t'aimes bien ça, et en même temps. J'aime bien, mais je sais que ça sera pas ma carrière, bon, quoi. bah, voilà. Je sais que je veux un truc à moi, quoi. Vraiment à moi. Pour le coup, je voulais savoir un petit peu comment est-ce que tu gères, toi, t'en as parlé un petit peu tout à l'heure, mais comment est-ce que tu gères vraiment ta vie pro, vie perso? Parce que du coup, en plus, t'as une famille, t'as des enfants. Est-ce que c'est compliqué au quotidien, ou alors t'es très bien entouré et t'arrives quand même à te libérer du temps facilement pour ta vie perso, du coup? Alors moi, j'ai qu'une vie, d'abord. J'ai pas de vie Ok. perso, j'ai pas de vie pro. D'accord. J'ai qu'une vie et je mélange beaucoup de choses. Même si évidemment la journée c'est plutôt consacré au perso. Je bloque mon agenda pour avoir des trucs au pro, pardon, et je bloque mon agenda même dans la journée ou au midi ou le matin, même le soir, pour faire des trucs perso. Voilà. Mais j'ai pas vraiment un truc très défini, quoi. Donc j'équilibre en fait ma vie comme je le sens. Je le découpe pas de façon très rationnelle. C'est pas tiens, je bosse de 9h à 18h et puis voilà. Ouais, c'est Si pas le le statut matin je fais mon salarié. tennis ou je fais mon truc, voilà. Et puis dans la culture de morning, j'essaie aussi d'amener ça, c'est-à-dire que les gens Oui. font à peu près ce qu'ils veulent avec leurs horaires. S'ils veulent bosser le dimanche et pas venir bosser le lundi, bah ils font ce qu'ils veulent. Voilà, après ça dépend de leur équipe, de leur métier, etc. Mais l'idée c'est qu'on laisse une certaine liberté et on fait confiance aux gens pour qu'eux ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. Et évidemment, ils sont entrepreneurs de leur travail, donc ils ont aussi cet intérêt à donner le meilleur d'eux-mêmes. Mais quelqu'un qui donne, entre guillemets, 5 heures de son temps, potentiellement, est plus productif que quelqu'un qui en donne 8. Donc, tu vois, c'est aussi... Voilà, donc j'ai pas de règles spécifiques. Je bosse jamais et tout le temps. Toi, tu as tout de suite trouvé ton rythme qui te convenait? Non, ça se fait avec le temps. Et d'ailleurs, ça fait partie des sujets qu'on essaye de mettre en place chez Morning, c'est d'aider les gens à trouver leur rythme, C'est pas facile, c'est vrai, d'aider les gens à Ah ouais, c'est apprendre dur. à bosser. Parce qu'en fait, c'est vrai, quand tu arrives dans une boîte, bah, tu es en absorption, vous êtes jeune, vous savez pas quelle est la culture, donc vous arrivez, vous demandez en fait comment est-ce qu'on bosse ici. Et donc, on essaye de plus en plus d'aider les gens à comprendre s'ils sont meilleurs le matin ou le soir. C'est typiquement le sujet qu'on a avec Lucas, parce que Lucas est beaucoup plus performant le soir
Et moi, je le suis beaucoup plus le matin. Idem. Et c'est vrai que typiquement, on a des rythmes Vous qui. déjeunez ensemble alors. Et du coup, on déjeune ensemble et c'est le point de C'est la tout, journée, quoi. quoi. C'est marrant ça, c'est intéressant. Ah, c'est vrai. Donc ça c'est important, c'est d'apprendre à se connaître et puis de savoir que voilà, t'es plus performant quand t'as fait du sport ou pas, le matin, le soir, que t'as besoin de prendre, de couper. Par exemple, il y a des gens qui ont besoin de couper en vacances. Il y a des gens qui ont pas besoin de couper en vacances. Il y a des gens qui ne veulent pas couper en vacances. Sinon, ça les déstabilise. Ouais, ils se disent je vais rater des trucs, je vais machin, etc. Je préfère faire 2 heures de check d'email, tu vois, le matin. Je sais que tout va bien, c'est bon, je peux être en vacances derrière. Moi, par exemple, je fais jamais de vacances. Je fais ce qu'on appelle des tracances, c'est-à-dire que je bosse 1 ou 2 heures par jour. C'est Ouais. traquant. Voilà. Pas mal ça. Parce que ouais, t'as toujours besoin d'avoir un petit œil. Et... Voilà, après, c'est moi C'est perso. l'entrepreneur, donc c'est normal. Mais il y a beaucoup de gens qui sont comme moi. Donc, et c'est OK de bosser 1 heure pendant ses vacances. C'est aussi OK de déconnecter complètement. Donc, à chacun de trouver son rythme et son propre. Et c'est aussi ça, je pense, le rôle de l'entreprise de demain. C'est de pas forcément coller complètement un modèle aux salariés, mais plutôt d'essayer d'amener une culture et d'amener le salarié à co-créer en fait sa modèle, façon de travailler avec la culture de la boîte. Donc, c'est un mix, quoi. Hashtag kimono, hein, il va falloir. Ouais, aussi, ouais, c'est vrai, sur la culture d'entreprise. Culture d'entreprise. Et je pense que c'est compliqué. Enfin, dans le modèle de Morning, je pense que c'est faisable. Mais typiquement, dans des modèles, je pense, de gros groupes, est-ce que les mentalités vont réussir à bouger? Ça va prendre du temps, ouais. Tu changes pas une culture du jour au lendemain. Donc c'est des choses qui prennent 5 à 10 ans. Et il faut une grosse volonté de la direction pour tu vois, amener des changements profonds, systémiques, culturels, des façons de travailler. Ça prend beaucoup de temps. On arrive bientôt à la fin du podcast. Peut-être que Samuel, tu as une dernière question. Ouais, j'ai une dernière question qui me trotte dans la tête, qui est importante pour moi. Est-ce que tu as eu un mentor durant toute ta carrière Principalement parler de carrière, ouais, j'ai fait plusieurs fois que je pensais que c'était fini les carrières. C'est pas de carrière. C'est ta carrière. Non, mais Est-ce que j'ai eu un mentor? Est-ce que tu as eu quelqu'un où tu t'es dit c'est un exemple, ce mec est top, j'adore ce qu'il fait et je vais m'en inspirer? C'était Stéphane qui était mon premier boss, qui a monté Faber-Novel, qui a toujours été quelque part mon mentor voilà, c'est avec lui que j'ai appris Le pied à l'étrier, comme on ouais, dit. C'est ça. C'était mes années d'éducation professionnelle. Voilà, c'est 5 premières années. Après, je suis parti à San Francisco, donc j'étais un peu plus libre. Mais oui, voilà. Et puis après, on est resté toujours très proches. Et voilà, même si on a des approches assez différentes, ça a toujours été effectivement quelqu'un qui m'a amené beaucoup de choses. Et puis après, j'ai plein de copains entrepreneurs. Donc je me nourris aussi beaucoup de mes relations. Ouais, c'est important. Voilà, des relations à côté, de discussions, de dîners, etc. Donc je partage beaucoup, comme vous l'avez compris, et donc j'envoie des ballons et je les récupère, et donc cet échange me nourrit, et donc j'ai toujours été bien entouré. Donc voilà. Bon, t'as compris, il faut que tu trouves soit un associé, soit un mentor. J'ai du taf. Non, mais ça, en vrai, ouvre tes antennes. Ouais, Ouvre tes antennes le plus possible. Le réseau, ouvre vraiment, ses j'essaie de le chakras. travailler un maximum parce que c'est très important. Ouais. Très important. Ouais, très très important pour le coup. Mais tu as des super... par exemple, moi j'ai été au réseau Entreprendre, par exemple. C'est un super écosystème où il y a plein d'entrepreneurs qui... voilà, moi j'ai fait 2013-2014, toutes les 2 semaines, on se voyait 2 heures le matin avec un groupe d'entrepreneurs du réseau Entreprendre, c'est leur modèle. Et tu te crées un groupe hyper sympa dans lequel tu discutes de tout. Et ça t'amène à avoir plein d'idées et à résoudre plein de problèmes très vite. Donc il y a plein de choses à faire de ce côté-là. Top. Bon, bah écoutez, je crois qu'on arrive à la fin de l'épisode, donc on va poser la question, la fameuse question signature. On aime bien surprendre nos invités avec cette petite question. Mais il la connaît, Clément. Tu lui avais envoyé. Bon, j'avais envoyé par mail. Hein. Je lis pas. Ah, tu lis pas. Ouais, on la donne, mais après on la rappelle Non, pas, je me parce qu'il rappelle faut pas que ça du soit tout. spontané. Ouais, c'est vrai. Donc voilà, la question, c'est la question de la dernière clé. La dernière clé que tu pourrais donner à Samuel, mais aussi à toutes les personnes qui nous écoutent, le conseil en or, vraiment le conseil qui représente un peu ta carrière, ta vie,
Encore une fois, j'ai dit carrière, Pareil, il a raison. on arrête carrière. Et voilà, c'est quelque chose qui te Des représente. entrepreneurs en herbe, tu veux dire Voilà, ou- c'est ça, ouais, des jeunes entrepreneurs qui nous écoutent. Selon toi, c'est quoi le conseil, la clé que tu pourrais ajouter à leur trousseau, en espérant que ça soit la dernière clé avant qu'ils puissent se lancer. Bah, moi, je pense que un des trucs qu'il faut bien faire quand on est entrepreneur, c'est prendre des décisions vite. C'est marrant, ça. Et en fait, c'est déjà un super filtre. Si tu es quelqu'un qui aime bien prendre des décisions vite, ça marche. Tu es plus entrepreneur dans l'âme. Donc, Samuel, par exemple, est-ce que c'est un truc, par exemple, est-ce que toi, Ouais, t'aimes c'est- bien Mais il est en train de dire, t'es pas un entrepreneur, Samuel. Je Je te te pose jure. trop de questions là. Non, mais c'est voilà. c'est quelque chose, je voulais en parler, mais Et tu vois, c'est- par exemple, quelqu'un qui prend des décisions vite et qui se plante et qui est OK avec ça, ça va. C'est bon, ça. c'est un bon signe C'est un bon sur signe. le fait qu'il Ok, a une ouais. fibre d'entrepreneur. Après, c'est pas une vérité absolue, hein, mais Non, mais c'est Armand, Faut être capable de- épisode 2, je crois, de ce podcast, qui nous avait dit à peu près la même chose. C'est prenez les décisions de manière agile et surtout rapidement. Mhm. Pour si vous devez vous planter, plantez-vous vite. Comme ça, après, bah, vous rebondissez aussi Faut plus être à vite, l'aise quoi. avec ça il aussi. y a un truc, il y a une petite citation américaine qui dit Done is better than perfect. Voilà. C'est vrai. Donc ça, c'est un truc vraiment qui, C'est beau, c'est beau. je pense, important quand tu démarres. Parce que si tu restes à tout genre à attendre, tu fais rien en fait. Donc si tu as cette personnalité, déjà c'est mieux parti que voilà, après. Je me la note cette citation parce que j'aime beaucoup. Done is better than perfect. Voilà. Ok, trop cool. Bon, bah, merci beaucoup. Ouais. C'est l'heure du CTA, là, le call to action. Bah, si vous avez beaucoup aimé même si vous avez juste un peu bien aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager à vos amis, aux gens que ça pourrait intéresser. Nous, ça nous aide beaucoup et puis ça donne de la force. Ouais, et où est-ce qu'on peut vous retrouver, Clément? Toi, on peut si les gens ont des questions, ou je sais pas, est-ce que tu es accessible? Ouais, je suis sur LinkedIn, je suis facilement. Je lis tous mes messages LinkedIn, donc vous pouvez Ouais, m'ajouter. Je crois que je suis sur encore en LinkedIn. attente, mais La petite- C'est Au pas passage, possible, le petit j'accepte message. j'accepte la tout le monde, et je lis tous les messages Ah qu'on ouais m'envoie, ouais. Et Ah, bah, sinon, peut-être j'ai que je un suis pas en email. attente. On va recevoir 500 emails, 500 messages sur LinkedIn. De toute façon, il n'y a pas beaucoup de gens qui regardent ce podcast, donc ça va pas être. Oh, il bah, suffit qu'ils disent ça. Tout le Là, monde ça envoie, fait, t'auras 3 demandes LinkedIn. J'ai un email, c'est clément@morning.fr. Donc, Ok, c'est super. très simple de me Ou Agathe, contacter. du coup. Super. Et Pour toi, une demande professionnelle. comment on peut te suivre Moi, la cyber, tu sais, on est assez discret. Ah, vous êtes assez discret. Non. Bah, LinkedIn, évidemment. LinkedIn, ok. Pareil. Samuel Thier, ça? C'est ça, ça m'a dit. Et puis, c'est déjà bien. Ouais, très bien. Bah, écoute, de toute façon, je mets tout ça dans la description de l'épisode. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'être Merci venu. du temps, Merci Clément, merci Samuel. Merci à vous. J'espère Avec que plaisir. vous avez kiffé l'expérience du podcast et puis que vous avez passé un bon moment. Merci Mathéo. Ouais, merci à toi, Lucas. Toujours un plaisir d'habitude. de co-animer ce podcast. Ouais. Et puis on se dit dans 2 semaines pour le prochain épisode. Allez, Salut. Salut. Les gars, merci.